Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Accord de Washington, Tshisekedi a-t-il reculé à quelques heures de sa rencontre avec Paul Kagame à Washington? Une question s'écoule l'opinion. Pourquoi le président Félix Tshisekedi accepte-t-il ce rendez-vous sans le retrait préalable des troupes rwandaises, condition qu'il avait pourtant posée comme non négociable? Retour dans ce journal sur les enjeux, les contradictions apparentes et ce que cache vraiment ce tête-à-tête diplomatique. Et puis, alors que la RDC compte l'une des jeunesses les plus nombreuses, mais aussi les plus exposées au VIH, les clubs mis en place par Médecins sans frontières et Jeunesse Espoir ont prouvé leur efficacité en matière de prévention et d'accompagnement. Mais aujourd'hui, faute de financement, ce modèle innovant est en danger. Enfin, à l'international, au Tchad, le paradoxe énergétique persiste. Le pays dispose de gaz naturel en abondance, mais continue de le brûler au lieu de le valoriser, tandis que des millions de Tchadiens manquent d'électricité. Bonsoir à tous, il est 19h30 et c'est l'heure de vous informer. Les présidents de la RDC, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, sont arrivés à Washington ce mercredi. Jeudi, ils rencontreront séparément le président Donald Trump avant de participer à la signature de l'accord de Washington. La cérémonie devrait se dérouler en deux temps. D'abord, des rencontres individuelles d'une dizaine de minutes, puis un sommet de même durée dans le bureau ovale en présence des ministres des Affaires étrangères. Et à quelques heures de la rencontre annoncée à Washington entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame, une question revient. Le chef de l'État congolais s'est-il contredit en acceptant de se rendre aux États-Unis sans avoir obtenu le retrait préalable des troupes rwandaises, pourtant présentes comme une condition incontournable? José Junior Owawa pour plus de détails. Depuis plusieurs semaines, Kinshasa insiste sur un principe, pas des négociations sans un geste concret de Kigali, accusé de soutenir le M23 actif dans l'est du pays, c'est-à-dire le début des retraits des troupes rwandaises du sol congolais. Le chef de l'État qui est arrivé ce mercredi à Washington a-t-il obtenu ce qu'il cherchait avant de s'y rendre? Aucune source ne le confirme. Alors, contradiction ou changement de stratégie? Selon plusieurs analystes, il ne s'agirait pas d'un recul, mais d'un pari diplomatique. La rencontre, organisée sous médiation américaine, offrirait une opportunité d'obtenir une garantie écrite, difficile à obtenir avant même l'ouverture des discussions. La présidence congolaise, elle, affirme que cette réunion vise justement à fixer les modalités du retrait présentées comme une priorité absolue de Kinshasa. Le voyage ne signifierait donc pas un abandon des positions, mais une tentative d'accélérer les processus par le dialogue. Reste que la pression diplomatique est forte. Une partie de l'opinion congolaise attend des résultats concrets. La signature éventuelle d'un accord à Washington devra clarifier un point central, le calendrier et le mécanisme des retraits des forces rwandaises et des groupes alliés. Pour l'heure, les trois dirigeants misent sur la diplomatie. Les succès de cette rencontre pourraient ouvrir une nouvelle phase dans la quête de paix dans l'est de la RDC. Et sur le terrain, dans la partie est, l'on signale la reprise des hostilités depuis le dimanche dernier, lesquelles se sont intensifiées ce mercredi autour de la ville de Kamanyola dans le sud Kivu.
Et puis dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a procédé ce mardi 2 décembre au lancement officiel de l'opération pilote de désarmement et de démobilisation des ex-combattants Mobondo au quartier Mbankana dans la commune urbano-rurale de Maluku au plateau de Bateke. Didier Ilunga. Dans le processus de restaurer la paix et la sécurité, notamment à travers la lutte contre la milice Mobondo, née d'un conflit intercommunautaire entre le peuple Teke et Yaka. Signalons que ce conflit a causé de nombreuses pertes en vies humaines, aggravant ainsi la situation sécuritaire et humanitaire dans la région du Grand Bandundu et dans la partie ouest de Kinshasa. Plusieurs ex-combattants qui se sont présentés volontairement au vice-premier ministre ont remis leurs armes, marquant ainsi leur désengagement officiel à ce mouvement qui a tant endeuillé de nombreuses familles. Pour le vice-premier ministre, cette opération n'est que le début d'un processus structuré visant à transformer les armes en instruments de paix, les ex-combattants en acteurs du développement et les zones de conflit en espaces de stabilité et de progrès. Certains observateurs restent toutefois dubitatifs quant au retour d'une paix durable dans ce coin du pays, longtemps gangréné par ce conflit, et suggèrent à cet effet un dialogue entre les communautés en conflit en recourant à l'arbitrage du chef de l'État Félix Tshisekedi. Rappelons que c'est depuis le 12 juin 2022 que la crise intercommunautaire avait éclaté entre les Teke et les Yaka au village de Massikwa, dans le Maïndobe, à la suite d'une dispute autour de la redevance coutumière imposée par les chefs Teke à la population autochtone, en majorité Yaka. Cette dernière s'était opposée à une majoration du tribut passant d'un sac à 5 sacs par récolte. Suite à ce refus, la population Teke aurait décidé d'expulser les Yaka du territoire de Kwamut. Le rappel en urgence à Kinshasa du gouverneur intérimaire de l'Atchopo, Didier Lomoyo, après selon certains une référence jugée sensible à Joseph Kabila, ravive les souvenirs de plusieurs cas similaires. À travers le pays, des gouverneurs ont déjà vu leur carrière basculer après une simple déclaration jugée malvenue, laissant planer le doute sur ce qui en attend désormais les responsables provinciaux concernés. Plutôt parce que mon conseiller Kolonabiso Oyasika Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, mon conseiller Kolonabiso. Un lapsus qui pourrait coûter cher, le gouverneur intérimaire de l'Atchopo, Didier Lomoyo, a récemment cité le nom de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, aujourd'hui considéré par les autorités comme le chef d'une rébellion. Quelques heures plus tard, il était rappelé à Kinshasa. Pour de nombreux observateurs, ce rappel en urgence n'est pas sans rappeler d'autres cas similaires dont les suites n'ont toujours pas été favorables pour les intéressés. Jacques Kiaboula, gouverneur du Haut-Katanga, en est un exemple récent. Lui aussi avait été convoqué à Kinshasa après avoir déclaré lors d'un meeting que Joseph Kabila faisait partie d'un problème à résoudre en interne. Depuis cette sortie, le gouverneur est quasiment absent de la scène publique. Convoqué dans la capitale, il ferait l'objet d'une enquête officielle. Officiellement toujours en fonction, il vit pourtant de manière de plus en plus discrète dans une situation assimilée à une quasi-résidence surveillée. Dans le même temps, son adjoint a été officiellement désigné pour assurer l'intérim à la tête de la province. Une situation qui soulève de nombreuses questions. Que réserve l'avenir au gouverneur du Haut-Katanga? Sera-t-il suspendu, rappelé durablement ou finalement sanctionné? Les prochains jours pourraient apporter des réponses. Bien avant eux, Richard Mouyej du Lualaba et d'autres gouverneurs, tant sous Kabila que sous Tshisekedi, ont vu leur fin de mandat dictée par un simple télégramme venu de la...
Une journée d'exception à la primature. Une cinquantaine d'enfants reporters de Kinshasa ont été accueillis par la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour une immersion inédite au cœur du bâtiment Lumumba. Une visite guidée, chaleureuse et pédagogique qui leur a permis de découvrir l'univers de travail gouvernemental et de recevoir un message d'encouragement. Dès les premières minutes, ces enfants reporters découvrent un lieu chargé d'histoire, le bâtiment Lumumba, centre névralgique du pouvoir exécutif. Premier arrêt, l'ancien bureau de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre du Congo indépendant. Une découverte impressionnante pour ces jeunes, plongés dans un lieu où se sont écrites des pages majeures de l'histoire nationale. Et pour les accompagner, c'est la chef du gouvernement en personne, Judith Suminwa, s'improvise guide, pédagogue et attentive, notamment à l'égard des enfants vivants avec handicap pour qui chaque étape est adaptée. Dans son propre bureau, la première ministre leur explique son quotidien, réunion de coordination, dossiers à analyser, prise de décisions, vision conférence, une immersion concrète dans l'agenda serré d'un chef de gouvernement. La visite se poursuit dans le couloir de la primature. Les enfants rencontrent les membres de l'équipe gouvernementale, découvrent leur mission et comprennent mieux comment se construit l'action publique au quotidien. Entre fascination et inspiration, ces enfants réagissent. C'était une journée qu'on ne peut pas oublier parce que la première ministre nous a elle-même plongé dans l'immersion de son bureau. Dans la cité, c'est que les gens ils négligent un peu, ils se disent ouais le gouvernement ne fait rien. Mais aujourd'hui en tout cas j'ai remarqué que c'est quelque chose de très difficile à gérer et que quand même elle le fait très bien. Pour moi c'est la meilleure de toutes les journées, pas seulement de cette semaine mais de cette année 2025. Parce que je me suis fait guider par la première ministre elle-même. J'arrive aujourd'hui à me voir ou à pouvoir me projeter dans, pourquoi pas, les programmes ou les projets de la première ministre. Avant de les quitter, la première ministre leur adresse un message qui pourrait bien suivre ces jeunes toute leur vie. On ne perd pas le nord, on continue à travailler pour réaliser ses rêves. Un message d'espoir et peut-être une première graine plantée chez ceux qui, demain, participeront à écrire l'avenir du pays. La RDC compte une des jeunesses les plus nombreuses d'Afrique, mais aussi parmi les plus exposées au VIH. Pour les soutenir, Médecins sans frontières et Jeunesse Espoir ont créé des clubs de jeunes, un modèle efficace qui améliore la prévention et la prise en charge. Aujourd'hui pourtant, cette initiative qui a fait ses preuves risque de disparaître faute de financement. Gigi Nende. En République démocratique du Congo, plus de 60% de la population a moins de 20 ans. Une jeunesse dynamique, mais particulièrement exposée au VIH. Rien qu'en 2024, plus de 15 000 jeunes de moins de 25 ans ont contracté le virus, dont 9 enfants de moins de 15 ans, faute notamment d'une prévention suffisante de la transmission mère-enfant. Il y a eu suffisamment de progrès dans la lutte contre le VIH-Sida. Et les améliorations étaient observées malgré les défis alliés avec les financements. Même si on parle de 0,8% de prévalence, à nombre, c'est quand même beaucoup de personnes qui sont atteintes de VIH, presque un demi-million de personnes atteintes de VIH en RDC, et ce qui n'est pas négligeable. Et ce qui est observé aussi ces derniers temps, c'est qu'il y a plus de jeunes qui sont contaminés par le VIH. Des années antérieures, ils étaient autour de 15 000. Malgré les progrès, les obstacles restent majeurs, explique le docteur Gisèle Moussigna de MSF à Kinshasa. Dépistage difficile d'accès, traitement pédiatrique insuffisant, information quasi absente dans les écoles. Résultat, trop de jeunes découvrent leur statut tardivement, parfois à un stade avancé de la maladie. Pour y remédier, MSF et l'association Jeunesse Espoir ont lancé en 2019 un modèle simple et efficace, les clubs des jeunes. Des espaces sûrs, connectés à des structures de soins où les adolescents vivant avec le VIH peuvent échanger entre pairs, s'informer, se soutenir. Ce modèle a montré des preuves beaucoup plus spécifiques telles que l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec le VIH, surtout les jeunes. Dans ces groupes de clubs de jeunes, on trouve beaucoup plus les adolescents et les jeunes et qui se retrouvent ensemble et pour
discuter, s'accompagner mutuellement, s'entraider, travailler sur l'adhérence, donner des informations. Et ces groupes nous a beaucoup aidé à améliorer le niveau de connaissances des enfants, à réduire la stigmatisation et l'autostigmatisation. Une recherche récente confirme l'efficacité du modèle, mais son avenir reste fragile, menacé par la baisse des financements internationaux dédiés au VIH en RDC. Pourtant, ces clubs prouvent qu'avec peu de moyens, mais beaucoup d'humanité, on peut sauver des vies et redonner espoir. Ce mardi, le ministre de l'Urbanisme a reçu Dassault Systèmes et la coordination du projet Kinshasa Kiamuna. L'entreprise propose d'utiliser les jumeaux numériques pour virtualiser la ville et optimiser son extension. C'est un reportage de Dans mon mat. Le projet Kinshasa Kiamuna vise à désengorger la ville, stimuler son économie et créer une capitale moderne, intelligente, écologique et résiliente. Dassault Systèmes, spécialiste des logiciels 3D et de gestion du cycle de vie des produits, propose d'accompagner cette transformation grâce à la digitalisation et aux jumeaux numériques permettant de concevoir durablement infrastructures et systèmes urbains. Ce mardi, Frédéric Dufy, chargé du développement pour l'Afrique, a présenté la démarche de l'entreprise au ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Alexis Guissaro. L'enjeu est de mettre à disposition ce qu'on appelle un jumeau numérique qui va permettre effectivement de figurer dans un environnement 3D la ville en question au fur et à mesure qu'elle va évoluer, qu'elle va grandir. Donc on utilise des technologies de Dassault Systèmes très spécifiques pour le réaliser, qui sont des technologies effectivement de 3D, de visualisation, de simulation, pour figurer ces éléments, récupérer des données qui vont nous permettre de faire une virtualisation de la ville pour tester des modèles et s'assurer qu'effectivement on construit cette ville en étant assuré qu'on va pouvoir la superviser, la vérifier, la valider dans le temps. Cette visite de Dassault vient à point nommé parce qu'elle va nous permettre d'anticiper un bon nombre de problèmes que nous pourrions rencontrer dans l'élaboration de cette ville. Donc ici on peut faire de la planification traditionnelle, mais on peut aussi prendre toute cette planification, pouvoir générer un jumeau numérique. Et c'est cette technologie que Dassault vient nous apporter. Le ministre a salué les propositions qui incluent la transformation digitale pour l'économie et l'environnement, les soutiens à l'innovation et à l'entrepreneuriat, le développement de l'employabilité des jeunes et l'utilisation de la plateforme 3D, expérience pour le partage du savoir et du savoir-faire. La République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud organiseront une mission économique en février 2026 à Kinshasa. Le chargé d'affaires de l'Afrique du Sud l'a confirmé aujourd'hui au cours d'un entretien qu'il a eu avec le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé-Claude Ntumba Batukonke. Suivez. La République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud organiseront une mission économique en février 2026 à Kinshasa. Le chargé d'affaires de l'Afrique du Sud l'a confirmé aujourd'hui au cours d'un entretien qu'il a eu avec le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé-Claude Ntumba Batukonke. D'après le chargé d'affaires sud-africain Matiwane, une cinquantaine d'entreprises du pays arc-en-ciel s'apprêtent à prendre part à ce grand rendez-vous économique. Au-delà de cette rencontre stratégique, les opérateurs économiques sud-africains vont investir dans la transformation agro-pastorale, les mines, l'énergie, les infrastructures, le transport et les services. Il y a quelques semaines, John Onyakeru, ambassadeur de la RDC à Pretoria, était venu voir le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie concernant l'organisation de cette mission économique qui sera placée sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chargé d'affaires Watiwane a confirmé l'engagement et l'application du ministère sud-africain du commerce et de l'industrie à cet événement. On a parlé de délégation sud-africaine qui va venir ici l'année prochaine, en février. Et on est très contents. On va avoir envers 50 entreprises qui vont venir en RDC. Et on a besoin de ça, des liens de business entre les deux pays. Donc c'est pourquoi on avait cette réunion avec le DG. Il y a plusieurs secteurs. Il y a agri-processing, il y a énergie, infrastructure,
Et oui, ces trois-là, c'est les secteurs principaux. C'est très important d'avoir plus de business sud-africain ici en RDC. C'est très important. Afrique du Sud, locomotive économique du continent, est résolument déterminée à injecter des capitaux frais dans plusieurs secteurs porteurs des croissances, créateurs de chaînes des valeurs et des emplois décents en République démocratique du Congo. Le FPI tient à l'industrialisation du pays et s'ouvre aux puissances économiques du monde pour des partenariats gagnant-gagnant. Les assurances du diplomate sud-africain Matiwan augurent une coopération économique solide entre les deux pays. En sport, la FIFA a cédé à la pression de plusieurs clubs européens. Initialement, les clubs devaient libérer leurs joueurs africains sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 après le week-end des 6 et 7 décembre. Désormais, ils sont autorisés à les conserver jusqu'au 15 décembre, alors que la CAN démarre le 21 décembre. Daniela Kalala. Ça se met en situation de frapper. Oh, le bijou! Le football africain est scandalisé par cette décision, d'autant que les fédérations n'en ont pas été prévenues en amont. Les sélections concernées sont dans l'embarras. Elles avaient d'ores et déjà planifié des stages et des matchs amicaux à compter du 8 décembre. Or, l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a d'ailleurs confirmé en conférence de presse que l'Égyptien Mohamed Salah ne serait libéré qu'à partir du 15 décembre. Cet assouplissement du règlement n'a toujours pas été annoncé officiellement et met dans l'embarras les joueurs. Les joueurs qui deviennent les otages de cette situation. Une situation identique pour le Marocain Naïr Aguer et les Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qui pourraient donc jouer pour l'OM, mais également pour les internationaux congolais Arthur Maswaku et Noah Sadiki avec Sunderland. Ce type de décision pose en lumière un dilemme qui se répète à chaque CAN. La confrontation entre les intérêts des clubs européens, souciés de préserver leurs joueurs et leurs résultats, et ceux des sélections nationales africaines qui veulent un temps minimal de préparation. Les calendriers internationaux saturés par le Coupe continentale, les compétitions de clubs et les engagements de joueurs rendent désormais presque inévitable ce type de compromis. Pour la CAN 2025, la marge avant le premier match s'est réduite dramatiquement et la pression monte pour réussir une préparation éclair. Avec cette décision, la FIFA semble privilégier les clubs européens et les enjeux liés au championnat au prix d'une préparation nationale raccourcie pour les équipes africaines. La CAN 2025 se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 avec le match programmé dans les villes de Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech et Agadir. Mesdames et messieurs, vous suivez la grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. Place à présent la page internationale. L'Afrique du Sud enregistre la 4e hausse consécutive de son activité économique depuis la baisse de moins 0,3% au troisième trimestre 2024. Cette nouvelle croissance est portée principalement par les secteurs des mines et carrières, du commerce et de l'agriculture. Daniela Kalala. La croissance du PIB intérieur brut de l'Afrique du Sud a ralenti à 0,5% au troisième trimestre 2025, contre un taux révisé de 0,9% enregistré les trimestres précédents. Bien que le taux ait reculé, il marque la 4e hausse consécutive de l'activité économique depuis la baisse de moins 0,3% enregistrée à la même période en 2024. Durant la période étudiée, les secteurs agricoles a quant à lui progressé de 1,1%, enregistrant sa 4e hausse consécutive. Par ailleurs, les secteurs du commerce, de la restauration et de l'hébergement a cru de 1%. Une évolution similaire a été observée dans les administrations publiques, les transports, les communications, ainsi que dans les secteurs de la construction. Cependant,
Le secteur de l'électricité, du gaz et de l'eau a connu une baisse de 2,5% en raison du recul de la production et de la consommation d'électricité et de l'eau. En novembre dernier, le comité de politique monétaire de la Banque centrale du pays a toutefois indiqué des signes positifs, ce qui a conduit à une révision de prévision de croissance pour l'année à 1,2% contre 0,9% précédemment. Une projection qui se rapproche de celle du Fonds monétaire international estimée à 1,1% en 2025. Pays producteur de pétrole, le Tchad ne valorise pas encore suffisamment ses ressources en gaz naturel qui sont essentiellement torchées. Un paradoxe dans un pays où l'accès à l'électricité représente un défi majeur. Daniela Kalala, encore une fois. En parallèle d'une légère augmentation de la production de champs pétroliers de Badila et Mangara qu'elle opère dans les bassins de Doba au Tchad, la compagnie franco-britannique Perenco valorise une partie du gaz associé à ces gisements. Une production qui permet d'alimenter en électricité la ville de Mondou, située dans le sud du pays et considérée comme la deuxième ville du Tchad après N'Djamena. Ces développements rendus publics lundi 1er décembre par la compagnie intervient alors que le Tchad est cité parmi les 15 pays du monde qui brûlent le plus de gaz associés. Selon le Global Gas Flaring Tracker, le Tchad a torché environ 0,9 milliards de mètres cubes de gaz en 2023, un volume en hausse comparé aux 0,3 milliards de mètres cubes rapportés en 2022 par le même organisme. L'expérience menée à Badila relance la question de l'usage du gaz associé dans le bassin de Doba, un sujet régulièrement relevé dans les diagnostics énergétiques du Tchad publiés par la Banque mondiale. Le repère de coûts publié par la Banque mondiale et l'Agence internationale de l'énergie montre qu'un pipéli de transport de gaz peut coûter entre 1 et 3 millions de dollars par kilomètre. Une unité de traitement du gaz associé se situe généralement entre 150 et 250 millions de dollars, tandis que la construction d'une centrale alimentée au gaz représente plusieurs dizaines de millions de dollars supplémentaires. Ces ordres de grandeur illustrent l'ampleur des investissements nécessaires pour développer un réseau gazier, alors qu'aucune de ces infrastructures n'existe aujourd'hui au Tchad. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Dans mon mat. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les 3 principaux titres. À quelques heures de sa rencontre avec Paul Kagame à Washington, une question s'écoule l'opinion. Pourquoi le président Félix Tshisekedi accepte-t-il ce rendez-vous sans le retrait préalable des troupes rwandaises, condition qu'il avait pourtant posée comme non négociable? Vous avez suivi dans ce journal les plus nombreuses, mais aussi les plus exposées au VIH. Les clubs mis en place par Médecins sans frontières et Jeunesse Espoir ont prouvé leur efficacité en matière de prévention et d'accompagnement, mais aujourd'hui, faute de financement, ce modèle innovant est en danger. Enfin, au Tchad, le paradoxe énergétique persiste. Le pays dispose de gaz naturel en abondance, mais continue de brûler au lieu de le valoriser, tandis que des millions de Tchadiens manquent d'électricité. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Ce journal se referme. Passez une agréable soirée sur Géopolis Télévision. Ce journal vous a été présenté par Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.